Et si tout le mythe Rothschild venait d'une confusion simple, confondre l'argent qu'on gère avec l'argent qu'on possède. BlackRock et Vanguard gèrent des trillions de dollars pour leurs clients. Les Rothschild, eux, cumulent deux réalités. Des encours sous gestion importants et une fortune familiale privée avec des actifs tangibles, comme les domaines viticoles, de l'hôtellerie ou du patrimoine de marque. Aujourd'hui, on met des chiffres vérifiables sur la table, on compare la famille Rothschild et ses actifs avec d'autres géants, on met en perspective et on explique comment mesurer leur puissance sans en faire un mythe ou les fomentateurs d'un potentiel complot mondial. Tu regardes Explicit Media et on balance un documentaire sourcé et efficace chaque semaine. Alors tout d'abord, sous le nom de Rothschild, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux maisons distinctes qui agissent séparément. La première, qui s'appelle Edmond Rothschild et qui est basée à Genève en Suisse, c'est une banque privée et de gestion d'actifs. Les encours sous gestion qu'elle possède s'élèvent fin 2024 à 184 milliards de francs suisses. La maison, elle est détenue 100% par la famille et en 2024, elle annonce l'ouverture d'un bureau à Riyad avec une plateforme de dette d'infrastructure avec de nombreux partenaires locaux alignés sur la vision 2030 de Mohamed Ben Salman. Ce petit fait pour illustrer que c'est une maison qui s'est internationalisée, qui est en plein développement, qui est dynamique. Venons-en maintenant à la deuxième maison Rothschild, distincte de la première donc, et qui se nomme Rothschild & Co, qui est basée à Paris et à Londres. C'est une banque d'affaires, de gestion de fortune, d'asset management, d'alternatifs aussi via Five Arrows. En encours, en termes de fortune et d'asset management, c'est environ 124 milliards d'euros à fin 2024. Les activités alternatives, notamment via la branche Five Arrows, gèrent, elles, 29 milliards d'euros, ce qui fait un total d'à peu près 150 milliards. Depuis 2023, depuis octobre pour être plus précis, le groupe Rothschild & Co a été retiré de la cote, donc de la bourse, mais à l'issue de ce retrait, donc il y a un contrôle resserré de la part de l'actionnariat et notamment de la famille Rothschild. Donc ok pour les volumes de Rothschild et de ces deux maisons distinctes. Face aux mastodontes mondiaux, qu'est-ce que ça vaut? On y vient. Pour une mise à l'échelle, on va comparer par exemple avec des maisons comme BlackRock, Vanguard ou JP Morgan. Il faut savoir par exemple que BlackRock gère 12,13 trillions d'actifs sous gestion au deuxième trimestre 2025. C'est environ 60 à 90 fois l'échelle de chacune des deux maisons Rothschild. JP Morgan Asset Management, pour sa part, c'est 3,7 trillions au 31 mars 2025, soit 18 à 27 fois plus en fonction des estimations retenues pour Rothschild. Vanguard maintenant, c'est 10,4 trillions d'actifs sous gestion. L'entreprise, elle est détenue par ses fonds, eux-mêmes détenus par les clients. Les Rothschild, ils jouent à l'échelle d'une petite boutique et pas au niveau des méga gestionnaires par la masse en tout cas, comme Vanguard, JP Morgan ou encore BlackRock. Leur puissance, elle se niche en fait ailleurs. Et on y vient, où se loge donc cette puissance de la famille Rothschild et cette renommée éponyme, si ce n'est pas dans la taille brute et le volume des actifs qu'elle a sous gestion notamment. On y vient, l'avantage des Rothschild, c'est l'alternatif, c'est le conseil, c'est l'actif de ces marques. Côté des alternatifs, il y a le bras Five Arrows qui dépasse 29 milliards d'euros, ce qui est énorme. Dans les alternatifs, on a de la private equity, donc des prises de participation dans des entreprises non cotées en bourse. Côté conseil, donc banque d'affaires, l'influence elle vient de la qualité du deal making plus que du volume indiciel. Et là on pense notamment à Rothschild & Co, on pense à la banque de notre président Macron qui était banquier d'affaires chez Rothschild avant d'être président de la République. Et il y a aussi le côté actif tangible sous la possession de la famille Rothschild, même si en fait elle est divisée en plusieurs communautés. C'est une grande famille, on parle pas d'une mère et de ses enfants, mais on parle de cousins sur plusieurs générations. C'est le côté actif que cette famille a au long des âges constitué. Par exemple, le domaine des barons de Rothschild Laffitte. La présidente, c'est Saskia de Rothschild, et qui possède le château Laffitte Rothschild, qui possède du Armilon, Rieux-Sec. On a aussi la société anonyme baron Philippe de Rothschild Mouton. Philippe Cérès de Rothschild gère cette maison, possède des châteaux comme Château Mouton Rothschild, Clermilon, d'Armaillac, la marque Mouton Cadet, ou des éco-entreprises comme Opus One et Almaviva. Il y a aussi une capitale familiale, il se traduit sur des actifs notamment en montagne et dans des endroits de luxe. Référence par exemple à Megève où la famille possède les chalets du Mont d'Armois depuis quasiment un siècle et qui sont opérés aujourd'hui par Beyond Places, qui est un opérateur hôtelier de luxe. Pourquoi tout ça, ça compte? Pourquoi ces actifs tangibles et ces marques alternatives comptent? C'est parce qu'elles créent de la confiance, un pricing power et des accès, des portes que la seule taille des actifs sous gestion n'ouvre pas en réalité. Donc c'est finalement la diversification de son patrimoine et de ses
les actifs sous gestion, la diversification dans la nature de ces actifs. Donc c'est d'accord pour le présent, on vient de mettre en perspective le fait que la famille Rothschild n'était pas la famille la plus puissante au monde, qu'il y avait d'autres entités qui possédaient bien plus, mais qu'il est vrai que de par l'ancienneté de cette famille et la diversification de ses actifs, il possède une influence et une puissance importante dans l'écosystème géoéconomique. Ça c'est pour le présent, mais d'où vient donc cette aura de départ qui fait qu'on connaît tous les Rothschild et que certains leur prêtent tout un tas de fantasmes? Alors l'ADN historique, c'est en 2 images les chemins de fer du Nord. Au 19e siècle, la famille elle préside à la construction d'un réseau clé et d'une vitrine aussi avec la gare du Nord à Paris qu'elle fait construire par ses finances. Donc elle a des infrastructures. Une deuxième image, c'est en 1875, Suez. La maison londonienne de Rothschild, elle avance 4 millions de livres au Premier ministre d'Israël pour racheter les parts égyptiennes du canal de Suez. Et là, on a un levier financier qui se traduit en géopolitique. Mais revenons au présent, quand même, comment on peut mesurer proprement donc, la puissance Rothschild, après l'avoir mise en perspective et avoir pris quelques exemples pour expliquer l'ancienneté de cette renommée. Il y a les actifs sous gestion publiés, c'est une puissance opérationnelle, c'est la capacité à structurer des deals, à syndiquer des investisseurs, à ouvrir des places, comme on le disait à Riyad pour Edmond Rothschild, qui en fait vient syndiquer tout un tas d'investisseurs autour d'une vision qui est politique et économique de la part du prince Ben Salman. Donc pour rappel, Edmond Rothschild, donc en Suisse, c'est environ 184 milliards de francs suisses sous gestion. Rothschild & Co à Paris et Londres, c'est 124 milliards d'euros. Et Five Arrows, qui gère les alternatives, c'est environ 30 milliards d'euros. Ensuite, il y a la fortune familiale. C'est le patrimoine possédé, notamment dans le vin, dans l'hôtellerie et plusieurs participations dans de multiples sociétés. Ça ne doit pas être confondu avec les actifs sous gestion. L'un est une propriété privée, l'autre est argent de clients. Si on ne retient que la fortune privée de Rothschild, finalement, il y a des milliardaires qui sont bien plus riches. On pense à Bezos ou on pense à Musk aussi. Et ensuite, il y a un comparatif dans les structures. Par exemple, Vanguard, c'est un fonds qui gère beaucoup d'actifs, des trillions, donc on le disait, et qui est mutualiste. Les clients sont propriétaires. BlackRock, lui, il est coté. Rothschild, c'est un contrôle qui est pour le coup familial, donc resserré. Mais on pourrait dire pareil de Tesla, par exemple, notamment, ou d'Amazon pour Bezos. Donc c'est, on le disait, Rothschild, un contrôle familial et des actifs patrimoniaux. Donc il y a un double ancrage, en fait, il y a gérer et il y a posséder aussi en propre. Dernière question qu'on me pose toujours sur Rothschild, pourquoi 2 maisons au même nom? Pourquoi 2 branches aujourd'hui? En France, la banque familiale, elle est nationalisée en 1982 sous Mitterrand. La famille, elle repart et de zéro, ou on va pas les plaindre, elle repart de loin et elle reconstruira Rothschild & Co. Retirée de la cote en 2023. Après l'OPA de Concordia, je vous invite à vous renseigner sur cette affaire intéressante si vous voulez creuser. En Suisse, pour le coup, la lignée Edmond développe la banque privée à Genève depuis longtemps. Il y a eu un accord en 2018 après des rumeurs de fusion. Chacun gardera finalement sa marque, Edmond Rothschild & Rothschild & Co. Pour conclure, la baronnie Rothschild, telle que certains peuvent l'appeler, aujourd'hui c'est moins un coffre-fort secret qu'une architecture. C'est des actifs sous gestion audités, tracés. On a 184 milliards pour la Suisse, 124 milliards pour Paris et Londres, 29 milliards en alternatif. Une fortune familiale distincte, non cumulable avec l'AUM, de plusieurs milliards également, mais c'est difficile d'avoir une estimation. Mais c'est moins que les Musk, les Bezos. Et un capital marque qui convertit la réputation en accès et en pricing power également. La preuve en est, c'est que vous avez cliqué sur cette vidéo, notamment probablement parce que le mot Rothschild vous parle. Donc à l'ère des méga gestionnaires comme BlackRock, Vanguard, JP Morgan, la puissance de Rothschild, elle ne concurrence pas la taille, elle optimise plutôt la manière de faire, gestion familiale, donc resserrée par rapport à une entreprise cotée ou mutualiste, et une image de marque forte qui lui permet d'être insérée dans les cercles de pouvoir, politique, financier, économique, mais comme tout un tas d'autres finalement structures et cabinets de conseil. Merci d'avoir regardé ce reportage attentivement, c'était Explicit Media, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Active la cloche aussi, c'est le plus explicite pour les algorithmes.